Oui, en fait, comme Aristote pouvait savoir cela, on verra, et c'est le thème de la prochaine conférence, que en fait, les Grecs en particulier, d'autres peuples aussi, mais les Grecs connaissaient ça très bien. Oui, puisque j'ai pu démontrer que les points de passage obligés des particules lors du dédoublement forment des lettres grecques. C'est-à-dire, de l'alpha à l'oméga, vous avez 27 bifurcations qui sont toutes données par l'alphabet grec. Ça m'a permis de retrouver les 3 lettres grecques inconnues de nos jours, qui étaient utilisées autrefois et qui servaient à compter. C'est comme ça que j'ai pu les retrouver aussi. Mais donc l'alpha et l'oméga, les lettres grecques, on n'est pas très loin de la science là? Non, c'était une façon pédagogique certainement de représenter le mouvement de dédoublement. Il faut voir une chose, c'est que l'accélération du dédoublement passant par le système décimal, 1 à 10, 10 à 100, 100 à 1000, la lettre rho étant en grec la lettre 100, si tu mets la lettre rho entre l'alpha et l'oméga pour donner aura, ça donne l'heure. Aura, c'est l'heure en grec, mais c'est pas l'heure de la montre, surtout il y a des millénaires, il n'y avait pas de montre. Et puis si vous mettez l'inverse, alpha, rho, oméga, qui donne arro, ça veut dire grandir dans le futur. Ce qui est bien la démonstration que cet alphabet utilise une pédagogie pour montrer le mouvement de dédoublement. Et j'ai pu montrer beaucoup de choses, on verra ça la prochaine fois, qui fait qu'en Grèce, j'ai une ovation. Revenons-en à la nuit, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, le rêve. C'est important de se souvenir de ses rêves, est-ce que ça a quelque chose à voir? Aucune importance. Ce qui compte, c'est que le double puisse venir donner des informations pendant la nuit, les retenir, on n'en a pas besoin. Oui, vous disiez même que le rêve pourrait être une illustration intéressante de ces temps différents, puisque très souvent, quand on est réveillé, par exemple, par surprise, avec un rêve dont on est certain qu'il a duré longtemps, en fait, on s'est rendu compte que ça se passait dans une fraction de seconde, et ça peut être mesuré aussi. Ah oui, on a même été plus loin que ça. On s'est aperçu, par tout un système performant, que lorsqu'on réveillait quelqu'un, le rêve ne durait que le temps par exemple, du bruit qui avait réveillé la personne et du réveil. D'ailleurs, le rêve était déclenché par le bruit qui réveillait le dormeur. En fait, le rêve servait à empêcher le dormeur de se réveiller. Mais pendant ce milliardième de seconde, il faisait une expérience de plusieurs jours. Et il avait l'impression qu'on l'avait sorti d'un bon rêve à cause du bruit, alors que c'était le bruit qui avait déclenché le rêve. Donc, ce qui peut être une preuve, s'il en faut, justement de l'existence de plusieurs temps. Oui, exactement, parce que vous savez tous qu'on rêve des choses très importantes au niveau de la durée, alors que le rêve ne dure rien du tout, c'est vraiment imperceptible, c'est des phases. Le rêve paradoxal, on l'a appelé paradoxal parce que vous ne bougez pas et votre activité intellectuelle est très grande. Alors les Français ont appelé ça le rêve paradoxal. Le sommeil. Le sommeil paradoxal. Les Américains, eux, voient que l'homme ne bouge pas, la personne endormie ne bouge pas, mais les yeux bougent énormément, révélant une activité intellectuelle. Donc ils ont appelé ça mouvement rapide des yeux, REM. Le REM ou le sommeil paradoxal, c'est la même chose, c'est là où se passent des échanges d'informations. Vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus dans votre lit, vous n'êtes plus dans votre corps ne bouge plus, vous êtes immobile parce que vous n'êtes plus là. Alors ça c'est, ça peut faire peur, mais en même temps c'est une réalité qu'on vit très régulièrement. Et ça a été aussi démontré, je ne sais pas si ça a été démontré, mais c'est une réalité que notre corps est, comme toute chose donc, est à la fois corpusculaire et ondulatoire, c'est-à-dire qu'il y a une matière, mais il y a aussi un échange d'informations entre cette matière et l'extérieur. En fait, nous avons un corps qui est fait pour recevoir des informations. Il faut donc pouvoir aller chercher les informations avec un corps qu'on peut appeler un corps énergétique pour simplifier. Ce corps énergétique revient dans votre corps physique pour donner à votre corps physique les informations qu'il a été chercher ailleurs. Ce corps énergétique n'est pas un double, c'est notre corps à nous. Il est boutonné sur notre corps. Les boutons, ça s'appelle les chakras. Qu'est-ce que c'est intéressant de pouvoir parler scientifiquement des chakras? Et de dire que vous avez un par-dessous, ou un par-dessus, comme vous voulez, boutonné sur un corps physique, et ce par-dessus s'en va, au cours de la nuit, chercher des informations. Et pendant ce temps-là, vient dans votre corps un autre par-dessus, qui va vous faire vivre le temps de
votre départ. Ce corps n'est pas vous, n'est pas maître de notre temps, et c'est la raison pour laquelle votre corps ne bouge pas. Vous êtes en atonie posturale complète, comme disent les savants qui ont toujours le gros mot pour plaire, mais en fait ça veut dire simplement que vous ne pouvez pas donner du tout de coup de pied à votre femme pendant que vous êtes dans le sommeil paradoxal, parce que vous n'êtes pas là. Vous êtes immobile, mais par contre l'activité intellectuelle est très grande, puisque vous avez un corps énergétique qui est en vous, qui n'est pas vous, qui vous donne de l'information. Et c'est ce qui fait que vous bougez les yeux, que vos électroencéphalogrammes sont très, très actifs. Vous êtes aussi actif que pendant l'éveil. Et vous ne pouvez pas bouger. Et pendant ce temps-là, votre double, si vous lui faites appel, vérifie votre futur, arrange votre futur, modifie votre futur. Et quand vous vous réveillez, les informations de ce futur modifié sont en vous. Et vous savez ce que vous devez faire dans la journée. C'est tout bête, c'est tout simple. Voilà ce que la sagesse... Tous les enfants le font. C'est ce que la sagesse populaire appelait la nuit porte-conseil. Oui, on ne devrait jamais prendre une décision sans aller dormir. Alors quand vous avez une décision très importante à prendre, avec votre patron par exemple, vous dites « Patron, je vais dormir », vous aurez la solution demain. Oui, vous aviez un exemple avec quelqu'un aussi, ah oui, qui était assez intéressant, oui. Avec un patron. Quelqu'un qui vient en formation, c'était samedi-dimanche, il est tout content parce qu'il a un métier où il a réussi de façon sensationnelle dans le marketing, il s'attend à une promotion. Puis ensuite il fait la formation sur le contrôle des ouvertures temporelles, alors il n'est pas étonné du tout le lundi matin d'être convoqué par son patron qui lui donne un chèque de licenciement. Sans explication, on n'aurait plus besoin de vos services. Alors il nous téléphone. Je lui dis, mais patientez, il y a une raison à ça. Et la raison a été qu'il a trouvé un travail bien plus intéressant dans un endroit où il voulait aller pour faire le métier de son choix. En période de chômage, avoir un chèque de licenciement, c'est quand même quelque chose d'important. Jamais il n'aurait osé donner sa démission pour chercher le travail qu'il a trouvé. Mais parce qu'il avait un chèque de licenciement, il a pu trouver ce travail sans être stressé, et ma foi, il est maintenant très heureux. Mais il aurait pu se mettre en colère, comme il était parti pour le faire. Parce que la conversation téléphonique était quand même une conversation téléphonique un peu agressive. Mais en se calmant, en disant « Ok, je vais être patient, d'accord, je veux bien vous écouter, peut-être que c'est mon double en fait qui me conduit là. » Mais maintenant, il le remercie. Il faut ne pas chercher les exemples. Les exemples, c'est toujours des choses pour autrui. C'est jamais pour soi. Il faut trouver son double soi-même. Il faut le faire marcher, son double. Quand vous avez une télé chez vous, vous la branchez, vous l'allumez, ça marche. Avec le double, quand on vous parle du double, c'est comme si la télé, vous commencez par la démonter pour voir comment elle marche. Et après, vous la remontez, vous dites, elle ne marche pas. Faites venir le réparateur. Rendez compte, j'ai une télé, elle ne marche pas. Pourquoi un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la commande, il allume, il regarde. Il s'en fiche de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi vouloir savoir comment ça fonctionne? Il faut le faire fonctionner. Ensuite, vous verrez comment ça fonctionne. Quand vous aurez bien fait marcher le double, après, vous pourrez essayer de voir. Quand la télé marche très bien chez vous, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi et comment elle marche. Mais ce qui est le plus important, c'est quand même de regarder la télé qui marche. Avec le double, ce qui est intéressant, c'est de le faire fonctionner tous les jours et de voir comment ça marche. Maintenant, savoir les lois physiques qui sont derrière, qu'est-ce qu'on en a à faire?